Bonjour. Une autre partie du module de génétique 2 sera consacrée à la génétique des populations. Donc, la génétique des populations, c'est l'étude de la distribution et des variations de la fréquence des allèles d'un gène dans une population. Donc, bien sûr, en interaction avec son environnement. Donc, si vous voulez, les individus sont en interaction avec leur environnement. Et la génétique des populations n'est autre qu'une application des principes de base de la génétique mendélienne, mais à l'échelle d'une population. Donc, comme vous le savez, la génétique dans la génétique mendélienne, que vous avez déjà fait avant, donc vous vous êtes intéressé à comprendre le déterminisme et la transmission des caractères. Donc, en analysant la descendance, donc suite à un croisement. Et ce croisement était contrôlé par un expérimentateur, bien sûr, entre individus de génotypes différents. Donc, si vous voulez, la génétique des populations, c'est présente les mêmes principes que la génétique mendélienne. Sauf que dans la génétique des populations, vous vous intéressez à un ensemble d'individus qui sont en interaction avec leur environnement. Bien. Donc, sachez aussi qu'il y a une autre branche de génétique qu'on appelle génétique moléculaire. Et la génétique moléculaire, elle permet la recherche des mécanismes du déterminisme de l'expression et de la transmission des caractères. Donc, mais nous, dans cette partie-là, on va s'intéresser à la génétique des populations. Au point de vue génétique, une population est un groupe d'individus qui échangent ou peuvent échanger des gènes entre eux par voie sexuelle. Donc, en fin de compte, la génétique des populations, c'est l'étude de la variabilité génétique dans une population ou bien entre des populations. Donc, ces principaux objectifs, ils sont premièrement la mesure de la fréquence des différents allèles d'un même gène, la compréhension de la transmission de la variabilité génétique d'une génération à une autre, et comme troisième principal objectif, c'est la compréhension de l'évolution de la variabilité génétique au fil des générations. Donc, la population, en fin de compte, elle se caractérise par un génome collectif, qu'on appelle aussi patrimoine génétique, ou bien pool génétique. Donc, il y a cette notion de population et il y a la notion de l'espèce. L'espèce, elle rassemble tous les individus interfertiles, même s'ils n'ont pas la possibilité de se croiser. Donc, on les rassemble dans la même espèce. C'est-à-dire, si vous avez des individus qui habitent dans le pôle nord et d'autres qui habitent dans le pôle sud, donc ils appartiennent à la même espèce, même s'ils n'ont pas euh, la possibilité de se croiser, ou bien ils ont une faible probabilité d'être ensemble pour s'unir. Mais on les rassemble dans la même espèce. Voilà, donc une notion très importante sur laquelle repose la génétique des populations, c'est la population théorique idéale. Donc la population théorique idéale présente des caractéristiques très très importantes qu'il faut bien sûr bien comprendre. Donc, vous avez ces caractéristiques, ils sont au nombre de 5 ou 6 caractéristiques. Donc, ça commence bien sûr par la diplomidie à reproduction sexuée. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser dans une population théorique idéale à des individus qui sont diploïdes. C'est-à-dire, dans leur génome, chaque chromosome, il présente un seul homologue. D'accord. Donc, c'est-à-dire ils sont à deux N. La population, elle est à deuxième chromosome. Il est diploïde. Et sa reproduction, elle est sexuée. Donc, la deuxième caractéristique d'une population théorique idéale, c'est que les générations, ils ne sont pas chevauchantes. Donc, c'est-à-dire, vous savez que le croisement normal, il se fait entre des individus de la même génération. C'est-à-dire, deux individus de la génération G0 vont s'unir pour donner une descendance de la génération G1. Les individus de cette génération G1 vont se croiser entre eux pour donner des individus de la génération G2, etc. Donc, comme vous le remarquez, les individus de G0 se croisent entre eux. Ensuite, les individus G1 se croisent entre eux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chevauchement de génération. Vous ne trouvez pas
dans une population théorique idéale, des individus G0 qui se croisent avec des individus G1. Non. Donc, les générations, les croisements, ils se font entre des individus de la même génération. Donc, on parle de génération non chevauchée. Donc, dans la population, une notion très importante dans la population théorique idéale, c'est que il s'agit toujours d'une grande population. Donc, une grande population, c'est-à-dire les effectifs, ils sont très importants, tout simplement pour que les unions se font au hasard. Donc, on a des croisements qui sont aléatoires. Les unions entre les individus se font au hasard et les unions des gamètes de ces individus, ils se font aussi d'une manière aléatoire. Donc, une caractéristique aussi très importante dans une population théorique idéale, c'est qu'il y a absence de migration, de sélection et de mutation. Absence de ces trois phénomènes qui peuvent affecter l'équilibre génétique. Donc, en fin de compte, dans une population réelle, si vous voulez, cette absence-là de migration, sélection et mutation n'existe pas. Hein. Il y a toujours des variations génétiques qui sont dues à migration, sélection, mutation. Mais là, on parle d'une population théorique et dans le cas idéal. Donc, c'est-à-dire des conditions bien déterminées. Parce que c'est sur cette base-là qu'on va essayer d'interpréter ce qu'on obtient comme variabilité génétique dans une population. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le concept de population théorique idéale, il est d'une grande importance puisque c'est sur lui que repose toute la génétique des populations. Et parmi toutes les caractéristiques d'une population théorique idéale, il y a deux choses importantes que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'est la panmixie et la pangamie. Donc, dans la panmixie, les individus ne choisissent pas leur partenaire sexuel, ni en fonction de leur génotype, ni en fonction de leur phénotype. C'est-à-dire que les croisements, ils se font au hasard entre les individus, se font au hasard. Et la rencontre des gamètes se fait aussi au hasard. C'est pour ça qu'on parle de pangamie. Donc là, si vous voulez, ce sont des croisements qui sont étudiés en génétique mendélienne et d'autres en génétique des populations pour que vous voyez la différence, si vous voulez, entre génétique mendélienne et génétique des populations. Donc le principe, il est le même, mais là, c'est-à-dire dans la génétique mendélienne, il y a un croisement. Donc vous faites un croisement, l'expérimentateur réalise un croisement et bien sûr, il obtient une descendance qui est bien sûr, qui sera analysée. Voilà. Donc dans la génétique des populations, il y a aussi un croisement, mais le croisement se fait entre des individus de la population. Donc, lorsque je dis des individus, c'est-à-dire il y a des mâles et des femelles, et dans les mâles, vous avez, bien sûr, chaque individu, il a son génotype. D'accord. Donc, il y a plusieurs génotypes, bien sûr, dans, chez les individus mâles, et bien sûr, les individus femelles, ils ont aussi des génotypes différents. Donc, le croisement se fait entre cet ensemble d'individus de la population pour donner bien sûr une descendance à analyser. Donc, en fin de compte, la génétique des populations, grâce à la génétique des populations, on peut bien sûr, on peut répondre à plusieurs questions. Donc, son application, elle est extraordinaire, elle est très très importante. Donc, elle nous aide déjà en génétique humaine à comprendre la transmission et l'épidémiologie des maladies génétiques. Ça, c'est très, très important. Elle nous permet l'estimation dans la population des fréquences alléliques, donc des fréquences des allèles, notamment les allèles, si vous voulez, responsables de maladies, lorsque leur déterminisme il est simple et connu. Grâce à la génétique des populations, on peut calculer le risque qu'un individu soit atteint d'une maladie génétique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire du conseil génétique. La génétique des populations nous permet d'estimer le taux de mutation associé à une maladie génétique. Et enfin, la génétique des populations nous permet de comprendre le maintien de certains allèles dans une population, c'est-à-dire pourquoi certaines maladies très défavorables vont se maintenir à une forte fréquence dans une certaine population.
Donc, il y a d'autres applications de la génétique des populations, mais on va se contenter, bien sûr, de ces exemples. Donc, dans la génétique des populations, il y a c'est-à-dire des notions très importantes à assimiler, à comprendre. C'est la notion, entre autres, il y a la notion de fréquence. Retenez bien que dans la génétique des populations, il y a trois types de fréquences qu'il faut bien retenir en tête. Ce sont les fréquences géniques, les fréquences génotypiques et les fréquences phénotypiques. Donc, dans les fréquences géniques, la fréquence génique, c'est la proportion des allèles d'un gène. Donc, vous savez qu'un gène, il peut se présenter sous forme de 2, 3, 4, etc. Ça dépend des gènes, 2, 3, 4 allèles. D'accord? Ça dépend des gènes, bien sûr. Donc, lorsque vous dites la fréquence génique, c'est-à-dire que vous allez déterminer la proportion des différents allèles d'un gène. D'accord? Lorsque vous parlez de fréquence génotypique, c'est la proportion des différents génotypes. L'union des allèles, bien sûr, l'union des allèles, il va vous donner un génotype. D'accord? Donc, lorsque vous voulez calculer la proportion des génotypes, donc vous allez vous parler de fréquence génotypique. Et il y a la fréquence, bien sûr, des phénotypes. Fréquence phénotypique, c'est la proportion des différents phénotypes. Voilà. Donc, retenez bien que la fréquence génique, c'est la fréquence des allèles. D'accord? La fréquence génotypique, c'est la fréquence ou la proportion des génotypes. Et la fréquence des phénotypiques, c'est la proportion des phénotypes. Donc, on va prendre le cas le plus simple pour essayer de comprendre cette notion de fréquence et comment on calcule la fréquence. Donc, on va prendre le cas d'un locus à deux allèles. Donc, c'est un gène à deux allèles, grand A et petit a. Donc, grand A, c'est l'allèle sauvage et petit a, c'est l'allèle muté. Bien. Donc, dans une population diploïde, bien sûr, une population G polymorphe, donc c'est-à-dire qu'elle présente plusieurs morphologies, polymorphes, pour un caractère gouverné par un locus à deux allèles, grand A et petit a. Donc, dans cette population, vous avez des individus. Et ces individus-là, ils peuvent avoir, concernant bien sûr ce gène, je parle toujours d'un seul gène biallélique, qui est représenté par les allèles grand A et petit a. Donc, j'ai dit, dans cette population, vous avez plusieurs individus. Chaque ensemble d'individus, ils sont caractérisés par leur génotype. Donc, je trouve combien de génotypes d'après les deux, à partir des deux allèles ici. Donc, je trouve le génotype grand A, le génotype grand A petit a et le génotype petit a. Donc, grand A, c'est-à-dire des individus qui sont homozygotes pour l'allèle grand A. Grand A, petit a, ce sont des individus hétérozygotes parce qu'ils présentent les deux allèles. Et petit a, ce sont des individus qui sont homozygotes pour l'allèle petit a. Voilà. Donc, cet ensemble d'individus, dans chaque cas, ces ensembles d'individus, ils ont un effectif. Par exemple, les individus grand A, ils sont représentés par un nombre D. Donc, D individus, ils sont de génotype grand A. D, c'est un nombre. C'est-à-dire, je peux dire 10 000 individus, ils sont de génotype grand A. Donc, D égale à 10 000. Le génotype, euh, le nombre d'individus de génotype grand A petit a, il est égal à H. Donc, H, mettons que il y a 5000 individus qui sont hétérozygotes, ils sont de génotype grand A, donc H égale à 5000. R, c'est le nombre d'individus qui sont de génotype petit a. Voilà. Donc D, H et R, ce sont les nombres des individus qui présentent tel ou tel génotype. Donc, c'est-à-dire que si je fais D plus H plus R, qu'est-ce que je vais avoir? Le nombre total des individus de la population. Donc, on appelle N. N, c'est le nombre total des individus de la population, et N égale à D plus H plus R. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre d'individus. Donc, il y a une autre notion qu'il faut comprendre avant de calculer la fréquence d'un allèle, c'est la fréquence d'unités, pardon, le nombre total d'unités géniques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a combien d'unités géniques.
je parle du nombre d'individus, je sais que les individus, ils sont diploïdes. Donc, chaque unité génique, il est en double. Donc, comme vous le remarquez ici, chaque unité génique, il est en double. Grand A, grand A, grand A, petit a, petit a, petit a. C'est-à-dire qu'il y a chaque fois deux unités géniques. Donc, chaque individu, il présente deux unités géniques. Donc, le nombre d'unités géniques pour les individus grand A égale à combien? Égale à deux fois le nombre des individus. Donc, c'est-à-dire à 2D. Le nombre d'unités géniques grand A chez les homozygotes pour grand A, il est égal à 2D. Le nombre d'unités géniques des hétérozygotes, il est égal à le nombre d'unités est égal à 2H. Et le nombre d'unités géniques chez les homozygotes pour petit a, le nombre d'unités est égal à 2R. Bien. Donc, lorsque je dis ici le nombre d'unités géniques pour l'hétérozygote égal à 2H, c'est le nombre ici total d'unités géniques totales. Mais la moitié, c'est-à-dire qu'on a H unités géniques grand A et H unités géniques petit a. D'accord? Par contre, ici, on a 2D unités géniques grand A. On n'a que grand A ici. La même chose ici, on n'a que petit a, donc on a 2R unités géniques. Donc le nombre d'unités géniques, si vous voulez, c'est deux fois le nombre d'individus. Donc, et par conséquent, le nombre d'unités géniques, c'est 2N. Voilà. Donc, pour calculer les fréquences, donc par convention déjà, la fréquence de l'allèle grand A, on la représente par P. P, c'est la fréquence de l'allèle grand A. Et Q, c'est la fréquence de l'allèle petit a. Donc, P et Q, ce sont les fréquences géniques. Voilà, très bien, les fréquences géniques, les fréquences de l'allèle grand A, et Q, c'est la fréquence de l'allèle petit a. Donc, on les appelle des fréquences géniques. La fréquence de l'allèle grand A, elle est égale au nombre d'unités géniques des individus qui sont grand A, homozygote pour grand A, donc c'est 2D, le nombre d'unités géniques, ici c'est 2D, plus le nombre d'unités géniques de grand A dans la population des hétérozygotes. Donc vous savez que le nombre d'unités géniques ici total, il est de 2H. Donc le nombre d'unités géniques de grand A sera de H sur 2, donc c'est égal à H. Et par conséquent, la fréquence de l'allèle grand A égale à 2D plus H sur le nombre total d'unités géniques. Donc P, la fréquence de l'allèle grand A, égale à D plus H sur 2 sur N. Ici, on a simplifié par 2 pour trouver, bien sûr, la formule ici plus simplifiée. Donc, de la même manière, vous pouvez calculer la fréquence de l'allèle petit a égale à R plus H sur 2 sur N. Voilà. Et notez bien que la fréquence totale, la somme des fréquences d'un allèle, des allèles, la somme des fréquences des différents allèles, elle est toujours égale à 1. La somme des fréquences des différents allèles est toujours égale à 1. Et d'ailleurs, c'est un cas général, la somme des fréquences, elle est toujours égale à 1. Si je dis que dans un amphi, j'ai 30% de garçons, donc c'est-à-dire j'ai 70% de filles. Et par conséquent, le nombre total, la fréquence totale, elle est égale à 100%. 30% plus 70%, ça donne 100%. Donc, la somme des fréquences, elle est toujours égale à 1. Elle ne peut pas être supérieure à 1. Voilà. Bien, donc là, on passe à un nouveau point ici, c'est l'équilibre de Hardy-Weinberg. Donc, Hardy, c'est un mathématicien anglais. Et Weinberg, c'est un médecin allemand. Donc, tous les deux, et ils ont établi indépendamment, en 1908, la loi de Hardy-Weinberg. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit la loi de Hardy-Weinberg? Ben, tout simplement que les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques restent constantes de génération en génération. D'accord? Donc, on dit que la population est en état d'équilibre. C'est-à-dire, lorsque vous passez d'une génération G0 à une génération G1, les fréquences alléliques, c'est-à-dire les fréquences géniques, ils vont rester constantes.
les fréquences génotypiques, ils vont aussi rester constantes. Là, on va commencer par un cas plus simple. Le cas le plus simple, c'est le cas d'un gène à deux allèles. Un gène biallélique pour vous, c'est-à-dire vous démontrer comment on est arrivé à dire que la fréquence des allèles reste constante d'une génération à la suivante, et les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques, bien sûr. Donc, prenez l'exemple d'une population euh, dans laquelle vous allez étudier un couple d'allèles, donc c'est-à-dire un gène avec deux allèles. Bien. Donc, vous savez, bien sûr, que les générations, ils sont pas, vous êtes dans le cas d'une population, bien sûr, où les générations ne sont pas chevauchantes. Donc, c'est-à-dire l'accouplement entre des individus de la génération G0 va me donner des individus de la génération G1. D'accord? Donc, dans ce type de population, les accouplements, ils vont se faire au hasard. D'accord? Et donc, c'est pour cela qu'on parle de panmixie. Les accouplements, ils vont se faire au hasard. Et bien sûr, l'union des gamètes va se faire au hasard. Donc, chaque individu, il va me donner, bien sûr, des gamètes. Donc, des gamètes avec l'allèle grand A ou bien l'allèle petit a. On n'utilise qu'un seul gène, biallélique, bien sûr. Donc, des gamètes avec l'allèle grand A ou bien des gamètes avec l'allèle petit a. Donc, l'allèle grand A est obtenu avec une fréquence P0, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle grand A à la génération G0. Et petit a, il est obtenu avec une fréquence Q0, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle grand A à la génération G0. Concernant les gamètes femelles, c'est la même chose. Chaque individu femelle va me donner un type de gamète, grand A ou bien petit a, avec les fréquences P0 et Q0. Donc, dans la génération suivante, j'aurai une union de ces gamètes-là. Donc, l'union, c'est-à-dire que le gamète avec l'allèle grand A, le gamète mâle avec l'allèle grand A, va s'unir avec le gamète femelle grand A ou bien le gamète femelle petit a. La même chose, le gamète mâle petit a va s'unir avec le gamète femelle grand A ou bien le gamète femelle petit a. D'accord? Donc, c'est-à-dire en fin de compte, j'ai des unions qui sont représentées dans ce tableau-là. Donc, ici, vous avez les gamètes mâles et là, vous avez les gamètes femelles. Donc, l'union de ces gamètes va vous donner la population G1. D'accord? Et là, vous avez les fréquences de la population, des génotypes de la population G1. Donc, l'union de grand A avec grand A et grand A, donc se fait avec une fréquence de P carré. Vous savez qu'en probabilité, P0 et P0, donc ça se traduit par la multiplication, c'est-à-dire c'est P0 fois P0. Donc c'est le produit. Donc P carré. La même chose, grand A, petit a, PQ. Petit a, grand A, parce que là, dans cette hétérozygote-là, c'est le gamète mâle qui donne le petit a et le gamète femelle, il donne le grand A. Ici, c'est le même hétérozygote, c'est le même génotype, mais le gamète mâle, il donne le grand A et le gamète femelle, il donne le petit a. Donc, avec une fréquence PQ0. Et là, vous avez l'union des gamètes avec l'allèle petit a qui va vous donner un génotype petit a avec la fréquence Q carré. D'accord? Donc là, vous obtenez les génotypes des individus de la génération G1. D'accord? Avec ces fréquences P carré, PQ, PQ et Q carré. Donc bien sûr, ici, je peux rassembler ces deux génotypes, ils sont les mêmes. Donc, c'est-à-dire que dans la génération G1, je vais obtenir euh, le génotype hétérozygote grand A avec une fréquence PQ plus PQ, donc ça fait 2PQ. Voilà. Donc maintenant, comment on est arrivé à démontrer, si vous voulez, que les fréquences géniques restent constantes, ces fréquences-là, les fréquences géniques restent constantes d'une génération à la suivante. Donc à la génération G0, la fréquence de l'allèle grand A était P0 et la fréquence de l'allèle petit a était Q0. À la génération G1,
La fréquence de cet allèle grand A, qu'on trouve ici, là et là, elle est devenue P1. Et la fréquence de l'allèle, je dis bien l'allèle, la fréquence de l'allèle petit a, qu'on trouve là, là, elle est désignée par P2. Par Q1, pardon, par Q1. Voilà. Donc, la fréquence de l'allèle grand A à la génération G1, c'est P1, et la fréquence de l'allèle petit a à la génération G1, elle est représentée par Q1. Donc, P1, c'est quoi? Il est égal à quoi? P1, la fréquence de cet allèle à la génération G1, elle est égale, regardez ici, je reviens ici, est égale à tous les individus qui sont la fréquence de l'allèle chez tous les individus qui sont grand A, donc c'est P0 au carré, plus la moitié de cette fréquence-là chez les hétérozygotes. Donc, chez les hétérozygotes, la fréquence, elle est de combien? P0, Q0, de P0, Q0, pardon. De P0, Q0 plus P0, Q0. Donc, de P0, Q0. Et par conséquent, la fréquence de l'allèle grand A, seulement l'allèle grand A qui nous intéresse ici, elle est égale à 2P0Q0 sur 2. Donc ça donne P0Q0. Donc c'est pour cela que vous trouvez P1 égale à P0 au carré plus P0Q0. Donc là, vous pouvez mettre P0 en facteur. Donc P0 facteur de P0 plus Q0. Or, vous savez que P0 plus Q0, la somme des fréquences, qu'est-ce que j'ai dit avant? La somme des fréquences, elle est égale à 1. Et par conséquent, P0 plus Q0 égale à 1. Donc, P1 égale à P0. Donc, la fréquence de l'allèle grand A à la génération G1 égale à la fréquence de l'allèle grand A à la génération G0. De la même manière, vous pouvez faire la démonstration pour la fréquence de l'allèle petit a à la génération G1 qui est égale à la fréquence de l'allèle petit a à la génération G0. Donc, c'est comme ça qu'on a démontré que la fréquence, qu'on a trouvé que la fréquence reste constante d'une génération à la suivante. Donc, d'où la loi de Hardy-Weinberg. Voilà. Donc, en conclusion, d'une génération à la suivante, les fréquences alléliques, ils restent constantes. Donc, fréquence allélique reste constante et fréquence génotypique, bien sûr, reste constante parce que les fréquences génotypiques, elles sont tirées à partir des fréquences alléliques. Et par conséquent, les fréquences génotypiques, dans le cas d'un gène dit allélique, vous avez les fréquences génotypiques qui sont réparties ainsi, P carré pour grand A, 2PQ plus pour grand A petit a et Q carré pour petit a. Voilà. Donc ça, c'est la loi, c'est ce qu'on appelle la loi de Hardy-Weinberg. Donc dans une population théorique idéale, les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques restent stables de génération en génération. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fréquences génotypiques sont déterminées à partir des fréquences alléliques par une relation simple, donc qui correspond au développement du binôme P plus Q au carré. Donc là, vous avez bien sûr P plus Q pour essayer d'expliquer ça. Vous avez deux allèles, vous vous intéressez à la fréquence de deux allèles, et chaque allèle, il est caractérisé par une fréquence P pour l'allèle grand A et Q pour l'allèle petit a. Chaque individu, vous avez un croisement entre deux individus, donc c'est-à-dire une union entre deux individus. Donc c'est-à-dire que c'est pour cela qu'on élève au carré. D'accord? Et chacun des individus, il va vous donner soit le gamète grand A avec la fréquence P, soit le gamète, donc c'est pour cela que je mets plus, soit le gamète petit a avec la fréquence Q. Chacun, il va vous donner soit grand A, soit petit a. Donc c'est P plus Q, qui va s'unir avec un autre individu qui va vous donner les gamètes grand A et petit a avec bien sûr les fréquences euh, P pour grand A et Q pour petit a. Donc ça sera le développement d'un binôme. Pour déterminer les fréquences génotypiques, il suffit de développer le binôme P plus Q au carré. Donc ça c'est une identité remarquable de la forme A plus B au carré. Ça donne A carré plus 2AB plus B au carré. Donc dans notre cas, ça va donner P carré plus 2PQ plus Q carré. P carré plus 2PQ plus Q carré. Donc, les fréquences génotypiques, euh,
ils sont écrits de cette manière-là, grand A, avec la fréquence P carré, grand A petit a de PQ et petit a Q car. Voilà. Donc là, le graphe suivant, il représente la relation entre, entre des fréquences alléliques et les fréquences génotypiques. Relation entre les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques. Comme vous le remarquez ici, vous avez sur l'axe des ordonnées, vous avez les fréquences génotypiques, et sur l'axe des abscisses, vous avez la fréquence de l'allèle grand A. Donc vous avez les fréquences génotypiques en fonction de la fréquence de l'allèle grand A. Donc, comme vous le remarquez ici, vous avez la fréquence de l'allèle grand A qui varie entre 0 et 1. Et bien sûr, lorsque je dis fréquence de grand A ici, c'est-à-dire automatiquement, je parle d'une manière indirecte de la fréquence de l'allèle petit a. Parce que si la fréquence de l'allèle grand A ici elle est égale à 0, c'est-à-dire que petit a elle est égale à 1. D'accord? Donc ici, si la fréquence de l'allèle grand A elle est égale à 0,25, ben, automatiquement la fréquence de l'allèle petit a est de 0,75. Si vous voulez, c'est le complément à 1, parce que la somme des deux fréquences de grand A plus petit a, elle est toujours égale à 1. Donc, lorsque la fréquence de l'allèle grand A égale à 0, c'est-à-dire que petit a égale à 1, et on n'aura que le génotype petit a. C'est pour cela que vous avez 100% d'individus qui sont de génotype petit a. Donc, la même chose ici, là, la fréquence de l'allèle grand A, elle est égale à 1. Donc, c'est-à-dire que la fréquence de l'allèle petit a, elle est égale à 0. Il n'y a pas d'allèle petit a. Et par conséquent, 100% des individus, ils sont de génotype, ici, ils sont de génotype grand A, voilà. Donc, une autre remarque, bien sûr, c'est que ici, lorsque la fréquence de l'allèle grand A est de 0,5, euh, vous avez le pic de l'hétérozygosie, c'est-à-dire vous avez le maximum de, de fréquences génotypiques des hétérozygotes. Donc la fréquence génotypique elle est égale ici à 50%. Donc c'est-à-dire que vous avez 50% d'individus qui sont de génotype grand A, petit a. Donc, je dis bien lorsque les fréquences de l'allèle grand A et la fréquence de l'allèle petit a, ils sont égales. Donc, ils sont égales ici à 0,5. Dans ce cas de gène biallélique.